Bienvenue au rythme battant de l'oncologie gynécologique, présenté par le regroupement des gynécologues-oncologues du Québec, RGOQ. Avant de commencer, une brève note. Ce balado est soutenu par une subvention éducative sans restriction d'AstraZeneca. Le contenu, le choix des experts et les sujets abordés sont entièrement indépendants et les opinions exprimées sont celles de nos experts, sans aucune influence d'AstraZeneca. Cette discussion s'adresse uniquement aux professionnels de la santé et est présentée à titre informatif seulement. Elle ne constitue pas un avis médical et ne doit pas être sortie de son contexte. En écoutant, vous acceptez que ce contenu ne soit pas destiné aux patientes ni au grand public. Pour un avis médical personnalisé, veuillez consulter un professionnel de la santé qualifié. Maintenant, commençons et explorons le rythme battant de l'oncologie gynécologique. Un peu plus intégré dans la pratique clinique, c'est dans le cancer du col, les PDL1. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu des nouveautés? Ou... Oui, définitivement. En fait, comme tu disais, c'est quand même assez bien établi là, du côté de l'interprétation pour les pathologistes. Ça reste un test qui est très difficile à interpréter, malheureusement. Mais oui, je crois que c'est offert de manière plus générale au Québec. Mais encore une fois, les délais, je crois que ça peut causer problème, surtout quand c'est un cas de l'extérieur qui va être réinterprété ou possiblement traité à un certain centre, d'avoir accès au tissu après faire l'interprétation. Malheureusement, je crois que des fois, ça cause problème au niveau de la décision clinique. Et encore une fois, là, la question de est-ce qu'on devrait faire le test de manière réflexe, quand c'est une tumeur avancée au moment de la biopsie, je crois qu'il n'y a pas de question, c'est définitivement avantageux de tester à ce moment-là. Mais c'est dans les tumeurs possiblement qui sont où le stade est plus bas, où c'est un peu plus incertain finalement, incertain du risque de récurrence, de décider de faire un test ou non. Est-ce que nous, du côté d'un clinicien, des fois on se dit, la plupart des cancers du col vont être PDL1 positifs et donc pour la sélection des patientes pour ajouter du pembro ou non, bien on a comme un peu, je voudrais juste l'ajouter parce que probablement ça va être positif, mais à ton avis, c'est important d'attendre, c'est ça? C'est vraiment une bonne question, honnêtement. En fait, j'aimerais qu'il y ait un changement dans les lignes de conduite pour le testing, justement, du PDL1. Ce qu'on retrouve, en fait, j'ai fait une petite étude l'interne et c'est presque tous les tests, sinon tous les tumeurs qui sont associés avec le HPV, qui sont épidermoïdes, vont avoir un test PDL1 positif. Donc, moi, j'essaie de démontrer là, scientifiquement que si on trouve une tumeur, si une patiente a une tumeur, finalement, le type de tumeur le plus commun, c'est-à-dire du col, là, ça va être un épidermoïde associé avec le HPV ou le VPH, c'est pas nécessaire. J'aimerais démontrer que c'est pas nécessaire de tester possiblement parce que mon expérience, c'est que c'est exceptionnellement rare. Par contre, les autres tumeurs, comme les adénocarcinomes ou les tumeurs qui ne sont pas associées avec le VPH, certainement, ces tumeurs-là, on trouve un taux d'expression de PDL1 ou un taux de négativité à l'expression de PDL1 qui est beaucoup, beaucoup plus élevé. Et donc, dans ce sous-groupe de tumeurs-là, c'est clair qu'il faut faire le PDL1. Mais dans les tumeurs plus communes, pour l'instant, il faut tester certainement pour avoir accès, mais je suis entièrement d'accord avec toi que c'est un peu frustrant parce qu'elles sont presque toujours positives, mais on doit attendre le délai et parfois ça peut causer problème. C'est ça. Puis est-ce que tu penses que la plupart des centres au Québec sont bien équipés pour faire les tests ou il faudrait comme plus d'aide ou comment qu'on peut l'implémenter de façon meilleure? PDL1, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs clones qui sont différents. Il y a différentes, pour les recommandations qui ont été établies par l'essai clinique, ça prend un certain instrument, ça prend un certain anticorps. Donc, c'est une chose. Et en fait, c'est un équipement qui est moins commun pour les laboratoires du Québec. Donc, c'est plutôt difficile. Ça prend des efforts
du côté des laboratoires, même s'ils n'ont pas accès à cet instrument-là, pour valider leurs tests sur leur propre plateforme. Et tout ça, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup de volonté. Et si c'est pas un centre qui a beaucoup de volume pour le cancer du col, c'est à ce moment-là que ça devient un peu ça devient difficile. Et là, on pourra passer au dernier cancer, quelque chose qui est vraiment nouveau pour nous. On dirait qu'on doit tout réapprendre le langage. C'est le cancer de la vulve, puis les nouveaux tests, les nouvelles nomenclatures. Donc, est-ce que tu peux nous aider à naviguer tout ça, là, VPH indépendant, VPH dépendant? Oui, définitivement. Non, je suis content que tu me poses la question. Comme pathologiste, je me sens un peu mal, en fait, du changement de nom, finalement, pour ces lésions-là qui ont en fait, qui a évolué très rapidement dans les dernières années. Et en fait, ça commence au niveau de la séparation par le VPH. Donc, il y a les tumeurs épidermoïdes positives pour le VPH et les tumeurs qui sont négatives pour le VPH. Et c'est cette deuxième catégorie-là qui a pris un peu d'expansion, finalement. Dans les tumeurs qui sont VPH indépendantes, il y a un groupe de tumeurs qui sont associés avec une mutation dans le gène TP53. Souvent, on utilise le nom de lésion intraépithéliale différenciée ou DIVIN. Mais il y a un troisième groupe, ceux qui sont VPH indépendantes, mais et TP53 sauvage ou normal. Et ces tumeurs-là, typiquement, la description morphologique, ça serait quelque chose comme un VAD ou un VAM ou un DIVO. C'est des tumeurs qui sont en fait très difficiles à diagnostiquer morphologiquement et il n'y a pas de support moléculaire pour leur diagnostic non plus. Mais c'est ce troisième sous-groupe-là qui s'est récemment ajouté à la classification. Et maintenant, en fait, ce qu'on recommande, c'est vraiment d'utiliser une terminologie plus moléculaire. Donc, VPH associé au VPH, VPH indépendant, et parmi les VPH indépendants, il y a les tumeurs qui ont une mutation TP53 ou une expression anormale au P53, et la troisième catégorie, c'est VPH indépendant et TP53 sauvage ou P53 normal. C'est ça. Fait que pour nous, comme pour être pratique, nous, on veut savoir qui il faut opérer, qui a un pire prognostic. Donc, je pense que le P53, un peu à travers les cancers, c'est unanime que c'est le pire pronostic. Donc, je pense que ça fait plus de sens. Puis, je sais que récemment, avec la nomenclature de DIVIN, il y avait un peu de discordance. Puis que finalement, on en a eu des récentes qu'on a rebiopsiées, puis c'était du carcinome, finalement. Parce que soit qu'ils ont attendu ou on n'était pas sûr du diagnostic. Donc, ça peut vraiment avoir des impacts significatifs. Puis, tu sais, avec notre œil nu, c'est des fois difficile de différencier des lésions vulvaires. Puis, on se parlait tantôt que ça pourrait peut-être vous aider, les pathologistes, à décrire dans notre rapport qu'est-ce qu'on voit. C'est ça? Définitivement. En fait, c'est surtout pour cette troisième catégorie-là. Les lésions DIVIN ou associées avec le TP53, les lésions associées avec le HPV, on est assez familier avec ces tumeurs-là et quand on a le support moléculaire pour démontrer, on est assez confortable pour définir ça comme un néoplasme ou un précancer finalement. Mais la troisième catégorie, morphologiquement, c'est super difficile à diagnostiquer. Donc, ce qui est arrivé dans le passé, c'est des fois, c'était des biopsies qui étaient très superficielles. Mais de notre côté, la morphologie est tellement bénigne que souvent c'est interprété comme juste de la tissu réactif et donc après plusieurs biopsies à un moment donné le clinicien appelle le pathologiste, il dit en passant c'est comme 5 cm ce truc, qu'est-ce qu'on fait et là c'est à ce moment-là que certainement la recommandation pour ces lésions, ce troisième groupe là, de VPH indépendant et TP53 muté, la recommandation c'est de faire une excision.
C'est ça. Donc, c'est ça. Est-ce que tu penses pour les P53 non mutés, est-ce que tu penses qu'on peut plus changer la conduite, plus être plus médical? Est-ce que c'est juste de confirmer ça? Ou? Ça, c'est une bonne question. En fait, c'est des tumeurs assez rares. Les données sur ces tumeurs-là ne sont pas encore extrêmement développées, mais certainement, ces tumeurs-là peuvent devenir des cancers. Ces pré-cancers-là peuvent devenir des cancers, mais souvent, contrairement aux tumeurs avec une mutation TP53, c'est des cancers qui sont moins infiltrants, qui sont moins agressifs. On appelle ça un cancer verruqueux. Donc, souvent, le prognostic de ces tumeurs-là est beaucoup meilleur. Par contre, je dois dire qu'il y a aussi des cas où ce troisième sous-groupe-là peut acquérir à un moment donné une mutation TP53 et à ce moment-là, changer un peu le parcours clinique. Donc, c'est certainement important de retirer ces lésions-là, de les caractériser. Mais pour l'instant, je dois dire, les lignes de conduite ou les recommandations cliniques, je crois que c'est plutôt difficile avec les données qu'on a. Oui, c'est ça. Donc, on dit, on les a pas vraiment encore changés, mais je pense que tu as vraiment clarifié, tu sais, ces mots « vav » et « devil », c'est comme un peu comme « oh mon Dieu, c'est d'où ça sort », mais ça clarifie, puis je pense que le simplifier comme changement moléculaire, puis avec des termes qu'on comprend, je pense que, tu sais, ça va nous aider. Puis, tu sais, dans le fond, si on rassemble toute notre discussion ce soir, puis vraiment, on parle beaucoup de tests, de délais dans les tests, puis de les acquérir dans les centres. Qu'est-ce que tu penses que le rôle d'intelligence artificielle peut jouer là-dedans pour accélérer le processus? Non, c'est intéressant. Je pense que ça, évidemment, c'est une révolution en ce moment en pathologie. L'intelligence artificielle, il y a tellement d'avantages qu'on peut considérer à l'utiliser. J'espère que ça sera implémenté rapidement pour pouvoir permettre justement la prédiction de certains tests moléculaires. C'est démontré dans plusieurs situations où juste l'analyse d'une image par un algorithme d'intelligence artificielle peut permettre de définir certaines mutations. Donc, par exemple, on parle de TP53 et dans ce contexte-là, ça pourrait vraiment accélérer le profilage d'une tumeur et possiblement que ça serait, évidemment, probablement que ça devrait être confirmé. Certainement, au début, ça serait confirmé avec des tests moléculaires standards, mais au moins, ça permettrait de prendre une décision relativement éclairée de la prise en charge avec un taux de confiance assez élevé. Et après, en deuxième temps, recevoir la confirmation avec des méthodes plus traditionnelles. Puis c'est ça, tu as dit un mot qui est vraiment important comme les marqueurs prédictifs, c'est que c'est important de se rappeler que, tu sais, on veut utiliser ces changements moléculaires pour prédire une réponse à un traitement comme les HRD, prédire c'est quoi la survie, donner un pourcentage. Puis je pense que c'est vraiment excitant pour nous, puis on a un peu parlé tantôt, mais est-ce que c'est un peu comme l'expérience qu'on a vécue il y a comme 5 ans, 10 ans avec les BRCA, les tests? Donc, tu sais, c'est sûr que nous, on était encore résidents et fellows, donc on ne sait pas vraiment, mais je pense que c'est vraiment excitant de pouvoir participer à ce changement. Puis j'anticipe que nos étudiants de médecine en 5 ans, mais le mirvetuximab, ça va être comme, tu sais, normal, standard. Puis nous, juste voir comment c'est difficile pour moi, en tout cas en ce moment, de convaincre des patientes en platine résistant qu'on peut avoir une étude pour eux, puis que c'est le standard. Mais donc, c'est sûr que j'espère que ça va changer. Puis est-ce que tu aurais un dernier conseil ou truc pour des pathologistes un peu en périphérie, comment ils pourraient implémenter tous les nouveaux changements qui arrivent puis les nouveaux tests? Je crois que comme justement tu décris très bien, il y a beaucoup d'évolutions, surtout en pathologie gynécologique. Ça a définitivement évolué extrêmement vite dans les dernières années. Et en fait, c'est vraiment une excellente nouvelle. Et de notre côté, du côté du test, il y a toujours pour moi, c'est toujours un peu une aberrance parfois où on va utiliser des médicaments extrêmement avancés, extrêmement chers, mais malheureusement, à cause
notre système là, pour les tests moléculaires, on va avoir des délais qui vont finalement limiter l'efficacité de ces nouveaux traitements-là. C'est vraiment un problème. Pour moi, ça cause beaucoup de frustration parce que d'un côté, on va décider de payer pour des tests extrêmement chers, mais de l'autre côté, du côté du test, finalement, c'est pas assez financé pour pouvoir justement optimiser le traitement et la réponse. Et je pense qu'une des réponses à ça est justement, entre autres, pour pouvoir faciliter l'accès à ces tests-là à le plus de patients possible au Québec, et donc pour pouvoir permettre à beaucoup de centres d'offrir différents tests moléculaires. Ça vient énormément entre la collaboration d'un centre à l'autre. Par exemple, comme je disais un peu plus tôt, on travaille présentement au Glen pour valider le HRD dans notre centre, mais tous les efforts qu'on met en ce moment pour faire cette validation-là, ça n'a pas nécessairement besoin d'être entièrement répété. C'est très facile de partager tout notre protocole et donc, évidemment, de pouvoir permettre à d'autres centres d'utiliser ça et donc, accélérer et faciliter leur validation. Je crois que ça avance assez bien de ce côté-là. Pour répondre à ta question, pour permettre d'avoir une offre de tests optimale, ça va vraiment devoir venir d'une collaboration entre les laboratoires de pathologie au Québec pour pouvoir partager, optimiser tout ça. Et c'est vraiment excitant. Est-ce que tu avais des derniers commentaires? Non, merci beaucoup de m'avoir invité. Oui, merci à toi. C'est vraiment excitant. Puis je pense que c'est vraiment un sujet vraiment... en évolution. En évolution, exactement. Puis, et donc, merci à tout le monde du RGOQ. Merci. Bye bye. Merci de vous être joints à nous pour Au rythme battant de l'oncologie gynécologique. Nous espérons que l'épisode d'aujourd'hui vous a offert des perspectives précieuses. Pour plus de contenu et pour rester informé, visitez-nous à rgoq.ca. D'ici là, restez informés, restez connectés et continuez à faire avancer les soins aux femmes atteintes de cancer gynécologique.